Je sais ce que vous connaissez de l'Argentine aujourd'hui. Peut-être vous avez en tête la Coupe du Monde de 2026, où l'Argentine a affronté l'Espagne, et où son comportement sur le terrain fut pour le moins peu exemplaire. Ou peut-être avez-vous en tête les scènes de tango passionnées dans les rues de Buenos Aires, ou l'odeur du bœuf grillé sur un brasero. Mais derrière cette carte postale culturelle, il y a une réalité bien plus sombre. L'Argentine est aujourd'hui connue pour une chose bien moins glorieuse, son désastre monétaire. C'est le seul pays au monde qui était développé au début du XXe siècle et qui a réussi à redevenir un pays en développement. Comment un pays peut-il désapprendre la prospérité? Pourquoi une telle succession de défauts de paiement? Pourquoi une monnaie qui subit l'une des inflations les plus violentes et persistantes de l'histoire moderne? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les coulisses d'un marasme économique unique au monde. On va reprendre l'histoire depuis ce match de juillet 2026, remonter jusqu'à l'époque où l'Argentine était plus riche que la France, et finir avec Javier Milei, qui s'apprête peut-être à enfoncer le dernier clou, ou à tenter le pari le plus fou de l'histoire moderne. Remontons en 1910. À cette époque, l'expression « riche comme un Argentin » n'est pas une blague. C'est une réalité statistique. Le PIB par habitant de l'Argentine est supérieur à celui de la France, de l'Allemagne et de l'Italie. Buenos Aires est surnommé le Paris de l'Amérique du Sud. Le secret de cette opulence? Un modèle agro-exportateur ultra performant. L'Argentine est le grenier du monde. Grâce à l'invention du navire frigorifique, elle inonde l'Europe de viande de bœuf et de céréales. Les capitaux britanniques affluent, les chemins de fer quadrillent le pays, et des millions d'immigrants européens débarquent avec l'espoir d'une vie meilleure. Mais cette richesse reposait sur un château de cartes. Elle était concentrée entre les mains d'une petite élite terrienne et dépendait entièrement de la demande extérieure. L'Argentine ne s'est pas industrialisée, elle s'est contentée de vendre ses ressources. C'est la première graine du déclin. La dépendance structurelle et l'incapacité à diversifier son économie. Le choc arrive en 1929. La Grande Dépression frappe le monde entier. Mais pour l'Argentine, c'est le début d'une descente aux enfers qui ne s'arrêtera jamais vraiment. Les prix des matières premières s'effondrent. Le pays se replie sur lui-même. C'est dans ce chaos qu'émerge une figure qui va marquer l'Argentine pour les 80 prochaines années. Juan Domingo Perón. Son message est puissant. Justice sociale, nationalisme et industrialisation forcée. Il veut protéger les ouvriers et rendre l'Argentine indépendante. Sur le papier, c'est noble. Mais en pratique, cela se traduit par une explosion des dépenses publiques, des nationalisations inefficaces et un protectionnisme qui isole le pays. Pour financer tout cela, on commence à utiliser une méthode qui deviendra une drogue pour l'État argentin, la planche à billets. C'est le début d'un cycle infernal où chaque gouvernement, quelle que soit son idéologie, aura recours à l'impression monétaire pour masquer les problèmes structurels. Depuis les années 50, l'Argentine est entrée dans une spirale infernale. Le déficit budgétaire devient la norme, une constante tragique. Puisque personne ne veut prêter à un pays qui ne rembourse pas, l'État crée de la monnaie pour payer ses dettes. Résultat, l'inflation explose, encore et encore, atteignant des sommets vertigineux, dévorant l'épargne et le pouvoir d'achat des citoyens. Et quand un pays ne peut plus payer ses dettes, il fait défaut. L'Argentine est une championne dans ce domaine, avec 9 défauts de paiement dans son histoire. Chaque défaut isole le pays des marchés financiers internationaux, rendant l'emprunt plus cher et plus difficile, et freinant l'investissement. C'est un cercle vicieux implacable. L'instabilité politique mène à des politiques économiques irréfléchies, qui mènent à l'hyperinflation et aux défauts, qui à leur tour alimentent l'instabilité. Une crise économique succède à une autre, sans répit. Le paradoxe est là. L'Argentine est un pays immensément riche en ressources naturelles, avec une population éduquée. Pourtant, elle n'arrive pas à transformer ce potentiel en prospérité durable. La faute à des institutions faibles,
une corruption endémique et une incapacité chronique à maintenir une politique économique cohérente sur le long terme. Chaque tentative de stabilisation est sapée par des intérêts politiques à court terme et une culture de l'inflation profondément enracinée. Le peso argentin est le symptôme le plus visible de ce mal économique. Il a été remplacé plusieurs fois au cours de l'histoire, chaque nouvelle monnaie étant censée restaurer la confiance, mais finissant invariablement par succomber à l'inflation. Les Argentins ont perdu toute confiance dans leur propre monnaie. Ils se tournent vers le dollar américain pour épargner, pour les transactions importantes, pour tout ce qui compte. C'est ce qu'on appelle la dollarisation informelle, une forme de défiance populaire envers l'État et sa capacité à gérer la monnaie. Cette dollarisation informelle a des conséquences profondes. Elle prive la Banque centrale de son pouvoir sur la politique monétaire, rendant encore plus difficile la lutte contre l'inflation. Elle crée une économie à deux vitesses, où ceux qui ont accès au dollar s'en sortent mieux que ceux qui dépendent du peso. Et elle alimente un sentiment d'impuissance et de frustration au sein de la population, qui voit son travail et son épargne s'évaporer constamment. Arrivons à aujourd'hui. Après des décennies de gestion populiste et d'échecs répétés, l'Argentine a élu Javier Milei, un économiste qui se dit anarcho-capitaliste et qui promet de passer l'État à la tronçonneuse. Son plan est radical. Supprimer des ministères, couper les subventions et surtout, supprimer la Banque centrale pour dollariser officiellement le pays afin d'en finir une bonne fois pour toutes avec l'inflation. Milei veut soigner le mal par le mal. Pour certains, c'est la seule solution pour briser la machine à imprimer des billets et restaurer la confiance. Pour d'autres, c'est une thérapie de choc brutale qui va détruire le peu de classe moyenne qu'il reste et plonger encore plus de monde dans la pauvreté. Milei va-t-il réussir là où tous les autres ont échoué, ou va-t-il simplement être le dernier chapitre d'une longue tragédie? Son pari est immense et les enjeux sont colossaux pour l'avenir de l'Argentine. L'histoire de l'Argentine est un avertissement pour le reste du monde. Elle nous montre qu'aucune richesse n'est acquise pour toujours. Elle nous montre qu'une monnaie n'est pas qu'un morceau de papier, c'est un contrat de confiance entre un peuple et son État. Quand ce contrat est rompu, quand l'État trahit cette confiance en imprimant sans cesse de la monnaie, tout s'effondre. L'économie, la société et la foi en l'avenir. L'Argentine a été le pays du futur en 1900. Elle est aujourd'hui le pays du passé qui cherche désespérément un chemin vers demain. Le marasme argentin n'est pas une fatalité géographique. C'est le résultat de choix politiques et institutionnels répétés, d'une incapacité chronique à gérer sa monnaie et ses finances publiques. C'est une leçon amère sur les dangers de l'irresponsabilité budgétaire et monétaire, et sur la difficulté de briser des cycles de crise profondément ancrés. Et vous, pensez-vous que l'Argentine puisse un jour redevenir la puissance qu'elle était ? Ou est-elle condamnée à rester le laboratoire mondial des crises économiques ? Partagez vos réflexions en commentaire